Je le disais, Arnaud Ray, de retour, que ces 2 étapes là qu'il y aura au Canada, la France n'y sera pas pour des problèmes liés aux réglementations sanitaires en lien avec la Covid-19. Est-ce que ça peut être préjudiciable pour les équipes de France ? Ça fait déjà un petit moment que les équipes de France elles ont pas joué. Alors les garçons ils n'étaient pas au JO, donc les filles elles nous ont gratifié d'une superbe médaille. Donc préjudiciable, c'est surtout super frustrant pour eux parce que on en parlait avec Jérémy et tout était prêt pour qu'ils partent. Et là ça fait plusieurs mois depuis début août que la Fédé discute avec le Canada et là pour des raisons on va dire législatives ça passe pas. Donc effectivement ils se retrouvent à Marcoussis et on ne sait pas précisément quelle va être la suite pour eux puisque les prochains tournois, c'est le début de la saison 2022, ce sera en décembre à Dubaï. Donc pour l'instant, on est en stand-by et les joueurs sont en stand-by, les joueurs aussi. On ne sait pas trop ce qui va se passer pour eux, pour elles sur les prochaines semaines. Ouais, depuis l'arrivée du Covid et de cette crise sanitaire, Jérémy, hors Jeux Olympiques, bien évidemment, j'ai l'impression que le Seven est vraiment dans le flou sur les échéances qu'il y a au fil des mois dont on a l'habitude normalement. Ouais, effectivement, c'est dans le flou tout simplement parce que le Seven, il se joue pas beaucoup en France. Bon, on en reparlera un peu du Super Seven, mais pour les équipes de France, c'est que des voyages. Donc, avec ce pass sanitaire et les frontières à chaque fois à traverser, un peu compliqué. Les garçons, leur dernier tournoi était le 21 juin, donc ils vont avoir 5 mois sans compétition réelle. Voilà, je pense pas que les garçons vont attendre 5 mois. Ils vont en Europe, c'est un des plus hauts niveaux. Ils vont matcher contre les Anglais. Je pense qu'ils vont aller chercher à faire des petites oppositions comme ça, des triangulaires avec les nations européennes. Oui, effectivement, et on peut l'espérer que ces équipes de France-là arrivent un petit peu à jouer. Mais quand on se rend compte quand même que, et d'ailleurs c'est peut-être symptomatique, quand on va par exemple sur le site du circuit mondial de rugby à 7, Arnaud, il n'y a rien d'officiellement annoncé pour 2022 pour le moment. Quand on regarde les calendriers 2022, pour l'instant, aucune date n'est verrouillée. Ça veut donc dire que ce début de saison 2022 est toujours, entre parenthèses, dû à la situation sanitaire. On a Arnaud, t'es là ? Oui, je suis là, Alex, complètement. En fait, les seules dates qui sont actées, c'est les 2 premiers tournois mixtes de Dubaï, donc le 3 et 4 décembre et la semaine suivante. Et puis derrière, le premier normalement se jouera à huis clos et le deuxième avec du public. Et derrière, on ne sait pas du tout. La seule chose qu'on sait, c'est que le tournoi d'Hamilton en Nouvelle-Zélande et de Sydney en Australie, à cause du Covid, n'auront pas lieu. Donc en fait, ils sont en train de chercher des lieux d'étape pour pouvoir construire un calendrier. Ça devrait normalement arriver dans le courant du mois, mais bon, on s'attendait pas il y a une semaine à ce que les équipes de France n'aillent pas au Canada, donc on navigue un petit peu à vue pour la prochaine saison. Ouais, on navigue complètement à vue et on voit du coup forcément Jérémy Accardi des joueurs qui sont aussi obligés de s'entretenir, qui signent des petits contrats de joker médical à 15. On a vu notamment c'était ce week-end Marvin O'Connor en signe un du côté de Clermont. Voilà, et Verret Damou peut-être un contrat un peu plus long du côté de Lyon, mais il faut forcément que ces joueurs-là s'entretiennent et le 15 heureusement fait appel à eux. Effectivement, il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer le rugby à 7. Alors, tous les joueurs qui n'ont pas participé au qualifier olympique ont participé au Super 7. Ils étaient 6. Tous les autres joueurs sont au repos. Donc, je pense que c'est bien, comme des mecs comme Tavité et JP. Effectivement, Marvin a signé ce week-end. Joker médical aussi à Clermont-Ferrand. Je ne sais pas ce que ça va donner les deux ensemble, mais ça peut être sympa en tout cas au niveau de l'ambiance pour Clermont-Ferrand. Ouais, pour Clermont-Ferrand, effectivement. Arnaud, est-ce qu'il faut s'inquiéter de voir des joueurs de rugby à 7 aller vers le 15 ? On va dire, il y a 2 revers. Il y a cette idée-là de s'entretenir et de continuer aussi un peu à gagner de l'argent aussi. Il faut parler aussi clairement là-dessus. Et puis, de l'autre côté, peut-être que c'est des ressources que le Seven peut perdre. On peut l'imaginer ? Moi, je n'opposerais pas le 7 et le 15, Alex, tu vois. Franchement, s'ils peuvent jouer, c'est le plus important. Je préfère qu'ils aillent jouer à 15 plutôt qu'ils jouent pas. Il faut qu'ils aient du rythme, comme le disait Jérémy. Donc aujourd'hui, on a le Super Sevens qui se met en place. On a eu les 3 étapes estivales, mais maintenant c'est la finale. On n'a pas de circuit français professionnel qui dure toute l'année. Donc on peut pas proposer du Sevens de très haut niveau aux joueurs de l'équipe de France dans une telle situation. Donc c'est la première fois qu'on le vit. Donc autant qu'ils aillent jouer à 15.
15. Après, effectivement, on sait aujourd'hui que entre s'engager avec la Fédé sur toute l'année et un contrat en top 14, c'est pas les mêmes revenus, c'est pas la même visibilité. Donc je peux comprendre que les mecs ils aillent jouer en top 14. Donc maintenant, c'est peut-être réfléchir plutôt à un système pour qu'on ait un circuit de Sevens professionnel qui dure toute l'année, quoi. Ouais, effectivement. Et ça, il n'y a pas, Jérémy. Est-ce qu'on peut l'imaginer vraiment? Ouais, après, il n'y a pas que le top 14. Je pense que les clubs de 15, que ce soit Pro D2 ou même National, n'ont rien à perdre en prenant des joueurs comme ça de 7 qui sont prêts physiquement bien plus que leurs joueurs à 15. Bien sûr. Après, voilà, le plus dur, c'est d'intégrer des settistes dans des projets de jeu un peu particuliers. Alors, si vous faites jouer à l'aile, le mec à l'aile, il va s'en sortir tout le temps. Après, voilà, je pense que c'est des mecs qui peuvent amener que du plus sur le terrain à 15 en tout cas. Après, voilà, il faut oser. Il faut que les clubs de 15 tentent de prendre ces joueurs-là. Après, ils viennent tous de rugby à 15, donc ils ont tous été formés dans leur club. Pourquoi ils pourraient très bien retourner dans leur club à 15 très rapidement, faire un match ou deux, ne serait-ce que des entraînements déjà, sparring partner, et retourner un petit peu avec le contrat FFR à 7 occasionnellement, en attendant d'y voir un peu plus clair sur des championnats. En tout cas, les filles font ça. Les filles jouent à 15, jouent à 7, elles font tout. Bon. Et on a vu notamment ce Super 7 cet été, alors que ce soit à Aix-en-Provence, il me semble, à Toulouse ou à La Rochelle, et en novembre à la Paris La Défense Arena, si je me trompe pas, Arnaud. Ça semble quand même, il y a eu une adhésion populaire. Est-ce que c'est un mirage malgré tout à l'échelle vraiment du 7, parce que parfois, et ça on l'a très bien lu, notamment sur sevensrugby.fr, on ne voit pas que des joueurs de 7 sur le terrain, ça se voit aussi que on n'est pas vraiment dans du 7 spécialisé pour le coup. Je vais laisser Jérémy parler de la partie sportive. Ouais. Il est plus spécialisé que moi. Vas-y, Jérémy. Après, pour moi, je suis pas sûr qu'il faut vraiment des joueurs spécifiques à 7 aujourd'hui. C'est du rugby effectif réduit. Effectivement, il faut avoir un cardio bien plus élevé. Par contre, c'est que des sommes de 1 contre 1. Donc en fait, n'importe quel joueur sur le terrain, vous te préparez un peu en 4 semaines. Moi, les joueurs avec Monaco, on n'a eu que 3 entraînements. Les joueurs, c'est tous des 15istes. Je les ai tous pris à 15. Voilà, à part leur donner de faire des 100 mètres, peut-être en plus de leur entraînement de temps en temps, mais c'est la seule chose que je leur ai demandé. Sur la partie engouement populaire, Alex, tu vois, ouais, sur cette partie-là, moi j'ai trouvé effectivement qu'il y avait un public qui était là. Alors oui, les tribunes n'étaient pas remplies dans les 3 stades, mais il y avait un public. Je crois qu'on était sur la journée à La Rochelle, sur la dernière étape, à près de 6000, un peu plus de 6000 billets vendus, il me semble. Donc c'est plutôt pas mal. Il y avait une grosse ambiance, il y avait de belles animations. Je crois que la Ligue nationale de rugby, elle a mis en place un joli format. En tout cas, j'ai échangé avec plusieurs, avec Jérémy, avec Steve Barry qui était là avec Garitz, avec des mecs qui ont vécu le circuit international de rugby à 7 et ils ont retrouvé des formules avec des zones un petit peu crazy. Il y avait vraiment une belle ambiance 7. On était dans un format 7. Après, effectivement, malheureusement, sur le terrain, on n'avait pas toutes les stars du top 14. On avait quelques settistes, donc on a commencé à avoir un peu de 7, avec notamment les équipes de Monaco, de Barbarians. Oui, il y avait des spécialistes. Il y avait beaucoup de settistes, il y avait des spécialistes un petit peu. Mais voilà, moi, je parlerai pas de mirage de Super 7. Je pense que c'est une super opportunité. On voit du 7 sur Canal+ avec des joueurs professionnels, donc c'est top. On n'y était pas il y a 2 ans. Non, c'est sûr. Donc c'est top. Maintenant, effectivement, il faudrait trouver un moyen que les équipes puissent mettre leurs stars pour qu'on attire un peu plus de monde. Mais il y a le public, il y a l'argent, il y a tout ce qu'il faut pour que le Super 7 grandisse et c'est bien parce que ça permet à des jeunes joueurs aussi de se montrer. Et je crois qu'il y a le talonneur des U20 de Pau, Ryan Barca, il va du coup grâce à ça rejoindre France 7 dès que ça pourra rejouer, donc c'est cool quoi. Et Jérémy, il y a une vraie notion de plaisir, vraiment sur ces 3 étapes. Ouais. Franchement, pour moi, je dis que c'est la cerise sur le gâteau parce qu'il y a vraiment cet esprit de fête. Vous voyez, en dehors du terrain, les gens ont joué le jeu, ils étaient tous déguisés. En tout cas, il y avait tous les costumes un peu que je voyais à travers le monde. Ils étaient présents. Autant il y en avait des beaux. Ouais, c'était génial. Il y avait un terrain de pétanque à Aix-en-Provence, c'est génial. À 15, vous ne voyez pas ça et je pense que c'est ce qui manque peut-être un petit peu au rugby à 15. Des petits villages comme ça d'animation, que ce soit pour les jeunes, pour tout le monde. Cet esprit vraiment fête. Alors à 15, effectivement, vous ne pouvez pas circuler entre les matchs parce qu'il n'y a qu'un seul match et dans ce cas-là, ça se passe que à la mi-temps. Mais cette 3e mi-temps que vous voyez à 15, elle se fait toute la journée à 7. Donc c'est vraiment un peu...
Ouais, c'était très très fun effectivement. Merci beaucoup Arnaud et Jérémy Ecardi. Voilà pour cette petite page Seven, et on espère retrouver des équipes de France à 7 sur les terrains, parce que c'est vrai que ça fait maintenant depuis la saison 2019-2020 qu'on a plus un véritable circuit mondial, et Dieu sait que ça nous manque. On revient dans un instant sur Sud Radio pour entrer dans l'avant-match de cette rencontre entre Toulouse et Toulon.